Bonjour, ici la nuit raconte. Merci pour votre soutien. Abonnez-vous, laissez un like et profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. La veille de l'entrée, le silence dans la navette devint presque palpable. Chacun parlait moins, comme si les mots pouvaient déranger un équilibre fragile. Le docteur Weiss ne quittait plus son écran, où la courbe du signal continuait de s'étirer avec une précision obsédante. Kova, de son côté, entretenait les câbles de sécurité avec une méthode quasi rituelle. Quant à moi, je vérifiais encore et encore les systèmes d'armature de la combinaison, les attaches, les joints, la respiration. Tout devait être irréprochable. Ce n'était pas la peur du vide qui me hantait, mais celle de l'incertitude absolue. Nous savions que l'entrée se ferait dans la zone où la matière semblait se rétracter, ce conduit sombre que j'avais déjà exploré sur quelques mètres. Weiss parlait d'un espace d'articulation, une sorte de joint naturel entre deux couches structurelles. Pour moi, c'était surtout une bouche. Elle nous attendait. La rotation du signal changea vers 3 heures du matin. Si l'on peut encore parler d'heure, la fréquence s'éleva légèrement, puis se stabilisa à un niveau qui faisait vibrer les cloisons métalliques de la navette. C'était le moment. Weiss donna le feu vert. L'équipe scientifique resterait en orbite basse autour de l'objet, à bord du module principal. Kova et moi formerions le binôme d'insertion, avec un relais automatique entre nos casques et la base. Je n'avais pas besoin d'encouragement. J'avais appris depuis longtemps que le courage n'est pas l'absence de peur, mais sa gestion. Je ressentais cette peur comme un outil, un moteur froid et précis. Chaque mouvement s'y ajustait avec justesse. Nous avons quitté la navette à 22 heures d'Hydro 6, temps universel. Les jets de manœuvre nous propulsèrent lentement vers la surface d'Atlas 3. Le noir autour était si profond que seule la lueur de nos phares semblait exister. L'immensité avalait toute notion d'horizon. Le bruit du contact se transmit à travers mes bottes. Un craquement grave, presque souple. Puis le silence. Le sol bougeait légèrement sous nos pas, comme s'il respirait. Le conduit se trouvait à une trentaine de mètres. En approchant, j'eus l'impression que la matière environnante se réorganisait imperceptiblement, comme si elle nous accompagnait. Je n'osais rien dire. Nous nous arrêtâmes à la limite du seuil. Weiss nous suivait depuis le module via la caméra frontale. Sa voix, filtrée par le canal chiffré, restait d'un calme feutré. Jouro, entrée progressive. 15 mètres maximum, pas plus. Je descendis le premier. Les parois familières du conduit s'étiraient devant moi. Plus profondes, plus nettes. Kova me suivait à moins d'un mètre. Les lampes révélaient un miroitement interne, comme si chaque fibre renvoyait la lumière différemment selon l'angle. Nous avancions lentement, en rythme, nos respirations calées sur le même souffle. Au 6e mètre, le signal dans nos casques changea encore. Une interférence basse, puis une modulation douce, presque musicale. Elle n'était pas intrusive, mais enveloppante. Weiss demanda nos constantes vitales. Tout était stable. Pourtant, je sentais une tension diffuse dans ma poitrine, un écho lointain. Nous atteignîmes la plaque ovale, là où, la veille, j'avais prélevé un fragment. Elle paraissait intacte, mais quelque chose avait changé. Sa surface vibrait très lentement, comme si elle reproduisait notre présence à une échelle invisible. J'approchai la main. À une distance d'environ 10 centimètres, mon gant perçut une résistance ténue, un champ à la limite de la perception. Weiss suivait mes gestes. Il me demanda d'observer, pas de toucher. J'obéis. L'espace entre ma main et la plaque semblait se plier légèrement. Puis un événement se produisit. La lumière de ma lampe se dévia toute seule, décrivant une courbe douce avant de disparaître. Kova, derrière moi, murmura. Yogo, elle absorbe la direction. Yo, c'était la phrase la plus juste. La plaque ne reflétait pas la lumière. Elle en redessinait le chemin. À ce moment précis, la fréquence du signal extérieur se stabilisa exactement sur notre rythme cardiaque moyen.
Pas celui d'un individu, mais une moyenne entre nos deux battements. Weiss le confirma. Cela n'avait aucun sens. Je m'écartai d'un pas. La plaque cessa de vibrer. L'interférence sonore se tut presque. Je ne pouvais m'empêcher de penser que cet endroit observait. Non pas par des yeux, mais par la mesure elle-même, par l'analyse du moindre écart dans nos gestes. Weiss ordonna la suite. Nous devions trouver un passage, un accès plus profond. Nous avançâmes encore de 5 mètres. Le conduit s'élargit progressivement, révélant une cavité circulaire. Les parois étaient lisses, légèrement translucides. À travers elles, on devinait des ombres floues, comme des organes massifs en mouvement très lent. J'eus le réflexe d'analyser le spectre lumineux. Il indiquait une activité énergétique stable, sans source identifiable. Au centre, une ouverture descendait en spirale. Les parois semblaient inviter à la descente. Aucun flux d'air, aucune gravité marquée. Je testai le premier pas. Mon pied flotta un instant avant de trouver appui. J'entendis Kova inspirer, puis il me rejoignit. Le chemin s'inclina doucement. La lumière de nos phares glissait le long des parois comme un liquide pâle. Plus nous descendions, plus la communication avec Weiss devenait irrégulière. Des parasites coupaient la voie, puis la rendaient. Le canal local restait clair, mais la liaison principale faiblissait. À 15 mètres, elle se perdit complètement. Weiss n'entendait plus que des fragments. Nous décidâmes de poursuivre malgré tout, en suivant la procédure d'autonomie. Le conduit déboucha sur une salle immense, si vaste que nos lampes ne suffisaient pas à en définir les contours. Le sol n'était pas plat, mais formé de vagues figées. Par endroits, la matière brillait d'un éclat humide, comme si elle venait d'être polie. J'installai une balise. Le signal revint aussitôt, net et fort. L'objet, contre toute attente, relayait lui-même la communication. Je restai un moment figé. C'était une coïncidence improbable ou une réponse. Le son de ma propre respiration devint plus aigu dans mon casque. J'essayai de le ralentir, de retrouver la rigueur froide qui m'avait accompagné jusque-là. Kova, lui, scannait le sol. Ses capteurs affichaient des variations de densité à intervalles réguliers, dessinant une géométrie souterraine. Il dit doucement: « Hiro s'est construit. » Yo, je me penchai. Oui, c'était évident. Le sol n'était pas naturel. Il s'agissait d'un motif ordonné, des plaques imbriquées formant un réseau hexagonal parfait. Les jointures vibraient d'une lueur pâle, rythmée par la pulsation globale. Chaque vibration semblait propager une onde dans la pièce, comme un cœur géant dont nous foulions la surface. Nous progressâmes vers le centre. Un dôme se dressait, à peine plus haut que nous, percé de lignes fines qui convergeaient vers une cavité circulaire. En m'approchant, je sentis à nouveau cette impression de champ. Mon bras se tendit, et avant même de toucher la surface, la lumière du dôme changea. Elle prit la couleur exacte de mon casque. Kova s'approcha, et une seconde teinte, la sienne, se superposa à la première. C'était un miroir sensible, pas un simple reflet, mais une imitation d'identité. La surface enregistrait notre présence, nos contours, notre température. Elle reproduisait notre passage comme si elle l'intégrait. Je pris une mesure du champ électromagnétique. Rien d'anormal, rien de dangereux. Pourtant, mes sens disaient le contraire. Une chaleur subtile montait de mes doigts, une impression de proximité vivante. Je touchai enfin la surface. Elle n'était ni froide ni tiède, mais adaptative. La pression de mon gant s'y enfonça d'1 millimètre, puis la matière se referma lentement, épousant ma paume. Le battement du signal extérieur se synchronisa à ce contact. Weiss, qui venait de récupérer un fragment de communication, annonça que les capteurs du module principal enregistraient une résonance jusque dans la coque de la navette. Autrement dit, notre geste avait produit un effet mesurable à plusieurs centaines de mètres. Je retirai la main. Le dôme resta lumineux, mais son éclat devint stable, presque apaisé. Kova s'accroupit pour observer la base de la structure.
il découvrit un interstice régulier, à peine plus large qu'une main, d'où provenait un souffle d'air sec. Oui, un flux réel cette fois. Je l'analysai. Oxygène, azote, traces d'argon, rien d'exotique. Un air respirable. Ce fut la première preuve que l'intérieur d'Atlas III pouvait accueillir la vie, ou du moins la supporter. Le fait même qu'un gaz aussi familier sorte d'une structure extraterrestre était une aberration logique. Rien ne pouvait expliquer une telle composition sans supposer une intention. Weiss nous ordonna de prélever un échantillon. J'introduisis le collecteur dans l'interstice. Une résistance se fit sentir, comme un souffle qui hésitait à être capturé. Le récipient se remplit lentement, puis le flux cessa net, comme coupé à la source. Le collecteur indiqua un volume stable. L'air était pur. J'aurais pu l'inhaler sans filtre. Je n'en fis rien. Ce n'était pas le moment de tenter l'expérience. Nous fîmes le tour du dôme. Sur sa face opposée, un second conduit descendait vers le bas, cette fois presque vertical. Il plongeait dans une obscurité parfaite. Les instruments ne détectaient pas de fond, à moins de 50 mètres. Weiss hésita à donner l'ordre. La communication restait instable. Finalement, il décida que nous établirions un second camp à ce niveau, avant toute descente. Kova déploya un treillis de balises autour du dôme, reliant les points par fibre optique. Nous fixâmes le relais principal à la paroi, puis vérifiâmes la synchronisation. Tout fonctionnait. Le signal de Weiss revenait net. Je profitai de cette accalmie pour observer plus attentivement les parois de la salle. Elles semblaient bouger, non pas matériellement, mais optiquement, comme si le regard provoquait un déplacement de texture. Chaque fois que je fixais un point précis, il se modifiait légèrement, se contractant ou s'étirant. C'était presque imperceptible, mais bien réel. Je signalai le phénomène. Weiss le confirma sur nos enregistrements. Les images vidéo divergeaient de nos observations directes. La caméra ne voyait pas les déformations. Seul l'œil humain, ou ce qui dépend de lui, semblait concerné. Cela me troubla profondément. L'objet n'était pas seulement une structure. Il réagissait à la perception elle-même, comme s'il expérimentait notre manière de voir. Le temps passa sans que nous le sentions. L'éclairage de nos combinaisons diminuait lentement. Nous avions déjà consommé plus de la moitié de notre autonomie. Il fallut remonter. Avant de partir, Weiss demanda que l'on dépose un marqueur biologique à la base du dôme, un petit module capable de détecter toute variation organique dans l'air ou la matière. Je le fixai soigneusement. Au moment où je terminai, un bruit très doux se fit entendre, à la limite du perceptible, une série de notes basses, espacées, qui semblaient naître dans la matière. Ce n'était pas une vibration mécanique, mais une modulation subtile de l'air lui-même. Kova leva la tête. Il avait entendu aussi. Juro, on remonte, Yeux, dit-il simplement. Je pris une dernière image du dôme avant de m'éloigner. La lumière qu'il diffusait s'était adoucie. Les teintes avaient viré au bleu pâle, presque terrestre. Je n'osais pas y voir un signe. La remontée fut lente. Le conduit paraissait plus étroit qu'à l'aller. Je dus parfois appuyer les mains sur les parois pour me stabiliser. À chaque contact, une pulsation faible répondait sous la surface, comme un souvenir tactile. Lorsque nous atteignîmes enfin la sortie, le premier souffle de l'espace me sembla d'une clarté immense. Nous regagnâmes la navette sans un mot. Weiss et l'équipe nous accueillirent dans le sas-20. Les analyses commencèrent aussitôt. Les fragments de données montraient une corrélation inédite entre le champ magnétique d'Atlas III et notre propre signal cardiaque. C'était comme si l'objet avait enregistré nos rythmes pour les restituer à sa manière. Weiss paraissait à la fois fasciné et inquiet. Il disait que cette correspondance n'avait rien d'hostile, qu'elle pouvait être une forme primitive de reconnaissance. Mais je voyais dans son regard une tension nouvelle, celle d'un homme qui sent que la frontière entre science et conscience vient de s'effriter. Je retirai ma combinaison et restai un moment devant la vitre du sas. L'objet s'étendait là, immobile, patient,
irradiant cette lueur lente qui semblait battre au même rythme que mon cœur. La récupération des données dura toute la nuit. Le centre de calcul de Prometheus envoyait des modèles provisoires, mais aucun ne parvenait à reproduire la logique interne d'Atlas 3. Les mesures s'annulaient les unes les autres. Quand un paramètre se stabilisait, un autre dérivait sans raison. Weiss finit par couper les écrans et demanda à tout le monde de se reposer. Il resta debout, appuyé contre la console, les bras croisés. Je regagnai ma cabine, mais je ne dormis pas. L'image du dôme bleu restait imprimée sous mes paupières. Ce n'était pas une peur, plutôt un rappel continu, comme une respiration que je continuais d'entendre malgré le silence. Les parois de la navette vibraient à un rythme imperceptible, le même que celui du signal. J'avais l'impression que nous étions déjà à l'intérieur, même ici. Vers 4 heures, le commandant Yamagata apparut sur le canal principal. Il annonça que les capteurs orbitaux avaient détecté une lente variation de trajectoire. Atlas 3 avait cessé d'avancer. Il s'était mis à tourner sur lui-même en maintenant sa vitesse de rotation constante, une stabilisation volontaire. Pour la première fois, il ne se comportait plus comme un simple voyageur stellaire. Weiss écouta sans réagir, puis ordonna la préparation de la seconde descente. Cette fois, nous devions pénétrer au-delà du dôme, explorer la cavité verticale. Il voulait des preuves. Il voulait savoir s'il s'agissait d'une machine, d'une entité ou d'autre chose encore. Je ne répondis rien. Je savais que je retournerais là-dedans, quoi qu'il en coûte. Kova et moi revêtîmes nos combinaisons, renforcées. Le harnais dorsal contenait un système de câblage intelligent, capable de se rétracter en cas de coupure. Nous emportions également 2 modules de stabilisation magnétique, pour nous ancrer si la gravité venait à fluctuer. Avant de partir, je croisai le regard de Weiss. Il me dit d'une voix basse: « Juro, si vous sentez que ça vous observe, considérez que c'est réciproque. » Nous repartîmes. Le conduit principal était calme, presque familier. Les filaments lumineux s'étaient multipliés depuis la veille, formant un réseau plus dense. Je n'en fis pas mention pour ne pas surcharger la radio. Nous descendîmes jusqu'à la grande salle. Le dôme brillait toujours, mais sa couleur avait changé. Un gris perle uniforme, sans reflet. Le marqueur biologique placé la veille indiquait des variations infimes de composition gazeuse. Quelque chose respirait peut-être, mais rien ne bougeait. Je contournai la base du dôme jusqu'à la cavité verticale. L'ouverture nous attendait, sombre et muette. J'accrochai le premier câble, vérifiai la tension, puis m'engageai. La descente fut lente, presque solennelle. À mesure que je m'enfonçais, la lumière bleue de la salle s'éteignit derrière moi, remplacée par une phosphorescence diffuse émanant des parois. La texture de la matière changeait. Elle n'était plus lisse, mais parcourue de stries qui vibraient faiblement au contact de mes gants. Chaque toucher provoquait une lueur brève, comme si la paroi enregistrait mon passage. Les instruments indiquaient une température stable, une pression quasi nulle, mais un champ magnétique croissant. À 20 mètres, les chiffres cessèrent de suivre toute logique. Kova, au-dessus de moi, murmurait des coordonnées qui envoyaient à Weiss. La liaison passait encore, mais avec un décalage perceptible. Je descendis de 10 mètres supplémentaires. La cavité s'élargissait. En levant la tête, je vis le cercle de lumière se réduire jusqu'à n'être plus qu'un anneau pâle. Devant moi s'ouvrait un vide immense, saturé d'une brume scintillante. Je stabilisai ma position à l'aide des propulseurs dorsaux. Les capteurs détectèrent un plan solide en contrebas, à environ 5 mètres. Je me laissai glisser. Le choc fut amorti par un sol étonnamment souple. Quand je levai les yeux, la paroi au-dessus de moi semblait s'être refermée, ou plutôt dissoute dans l'obscurité. Kova descendit à son tour, se posa à ma droite. Nous étions dans une salle circulaire plus vaste que la précédente. La lumière venait du sol lui-même, un rayonnement doux, presque liquide. Les parois semblaient respirer à un rythme lent. Tout donnait l'impression d'un organisme endormi. Je posai la main au sol. Une pulsation monta aussitôt,
synchronisée à mon propre battement cardiaque. Je la retirai brusquement. Elle continua de vibrer pendant quelques secondes avant de s'éteindre. Weiss, dont la voix revenait par bribes, demanda des relevés immédiats. L'air présentait toujours une composition terrestre, mais un nouveau composant indéterminé venait d'apparaître. Un gaz lourd, stable, inconnu. Sa structure moléculaire défiait nos modèles. Je sentis un frisson me parcourir, une conscience aiguë de l'échelle de ce que nous touchions. Nous progressâmes lentement vers le centre. Là, un pilier immense se dressait, translucide, parcouru de lueurs internes. Il montait si haut que sa base se perdait dans la brume lumineuse. En nous approchant, je distinguais des formes emprisonnées dans sa matière. Pas des objets, pas des êtres, mais des volumes organisés, des symétries qui rappelaient vaguement des architectures humaines, des arcs, des colonnes, des spirales. Je restais longuement immobile. Ce que je voyais ressemblait à une mémoire minérale, comme si l'objet avait conservé des images du monde qu'il observait. Weiss, à moitié audible, chuchota. Yowo, il enregistre. Kova toucha la base du pilier. La lumière se concentra autour de ses doigts, puis remonta en spirale jusqu'au sommet invisible. Un son profond résonna, presque imperceptible, puis se tut. Nous restâmes figés. Aucun danger apparent. Pourtant, quelque chose venait de s'activer. Un flux d'énergie parcourut la salle, invisible mais tangible. Tous nos instruments se mirent à dériver en même temps. Les chiffres défilaient sans cohérence. La communication avec Weiss se coupa net. Seul le souffle régulier de nos respirations restait audible. Je fis un pas en arrière. Le sol ondula légèrement, sans se rompre. Une ouverture s'esquissa à nos pieds, une spirale identique à celle du dôme supérieur, mais cette fois descendante. Je compris que l'objet nous guidait, non pas par contrainte, mais par suggestion. Chaque structure semblait nous offrir un chemin, comme une phrase qui attend sa suite. Kova me lança un regard. Il n'avait pas besoin de parler. Nous savions que la mission venait de franchir un point de non-retour. Je branchai une nouvelle balise sur le rebord de l'ouverture. Le signal s'y fixa aussitôt. Au lieu de s'éteindre comme les précédentes, elle se mit à battre au même rythme que le chant ambiant. L'objet relayait notre propre marque, comme s'il l'intégrait à sa structure. Nous descendîmes encore. La spirale s'enfonçait dans une obscurité animée de reflets mouvants. L'air, ici, avait une densité différente, presque aqueuse. Mes gestes ralentissaient, comme s'ils traversaient une matière plus épaisse. Le son de mes pas se répercutait étrangement, sans écho distinct, mais avec une continuité qui se prolongeait dans le silence. Je commençais à perdre la notion du haut et du bas. Seuls les chiffres de mon casque rappelaient la verticalité. Nous devions être à plus de 60 mètres de la surface externe. À ce niveau, toute communication radio était impossible. Je basculai sur le canal local, à courte portée. Kova marchait devant moi, sa lampe découpant le brouillard laiteux. Par moments, il disparaissait presque, comme absorbé, puis sa silhouette réapparaissait à quelques mètres, déformée par la lumière. Je m'efforçai de garder le contact visuel. Une structure apparut enfin dans la brume, un arc gigantesque, ouvert sur une sorte de plaine intérieure. Le sol était recouvert de motifs géométriques qui pulsaient lentement, comme un langage visuel. En approchant, j'eus le sentiment qu'il réagissait à nos pas. Chaque contact déclenchait une lueur qui se propageait en cercle concentrique. C'était une carte vivante, mouvante, qui réagissait à la présence. Weiss aurait voulu la voir. Nous avançâmes jusqu'à son centre. Là, un cône renversé émergeait du sol, creusé de lignes lumineuses. En me penchant, je vis un miroitement fluide, une surface d'énergie ou de matière liquide, je ne pouvais le dire. Kova se pencha à son tour. Sa lampe effleura la surface. Une onde s'en échappa, lente et majestueuse. La lumière se réfracta sur les parois.
dessinant des formes fugitives, des silhouettes d'arbres, de montagnes, de mers, des images impossibles à fixer comme des souvenirs collectifs. Puis, tout s'effaça. Je compris que l'objet nous montrait quelque chose. Pas un message clair, mais une mémoire, un écho de mondes observés. Atlas III n'était peut-être pas une machine d'exploration, mais une archive mouvante, un témoin de civilisation oubliée. Je me retournai vers Kova. Il hocha la tête lentement. Nous avions vu la même chose. Alors, du fond de la salle, un mouvement infime se produisit. Un souffle, une onde, à peine perceptible. Les motifs lumineux du sol se figèrent, puis se réorganisèrent en spirale, convergeant vers nous. Le cône renversé vibra doucement. Une lueur bleue s'en échappa, montant en volute, légère. Elle s'éleva entre nous, suspendue, silencieuse. Elle n'avait pas de forme précise, seulement une densité, une présence. Les instruments, à ma ceinture, s'affolèrent. Je ne ressentais pas de menace, seulement une tension, comme celle d'un regard posé sur moi. La lueur s'approcha lentement, jusqu'à toucher la visière de mon casque. Une seconde, je crus distinguer une structure interne, un réseau fractal, un cœur lumineux. Puis tout s'effaça, le silence retomba. Le cône s'éteignit. Les motifs au sol reprirent leur rythme initial. Je restai immobile, incapable de dire si j'avais rêvé. Kova, lui, tremblait légèrement. Il murmura « Yobo, elle a copié nos battements. » Yo, et je compris qu'il avait raison. Le rythme de la lueur, avant de s'éteindre, avait été celui de nos deux cœurs réunis. Je repris la communication locale pour constater qu'elle ne répondait plus. Pas même le souffle du canal, un silence total. Je relevai les yeux. Les parois s'étaient mises à briller d'une lumière blanche uniforme. Le brouillard avait disparu. Devant nous, une série de couloirs venait de s'ouvrir. Atlas III venait de s'éveiller. Nous étions à présent en son centre. Et pour la première fois depuis le début de la mission, j'eus la certitude que nous n'étions plus les observateurs. Nous étions observés, intégrés, peut-être attendus. Je fis un pas en avant, incapable de faire autrement. L'air vibrait, doux, presque accueillant, et dans cette clarté, je crus entendre la réplique lente du signal lointain, comme une phrase répétée à voix basse. « Yoru, vous êtes là !» La lumière changea de teinte, passant du blanc au doré. Kova posa sa main sur mon bras. Nous restâmes là, suspendus dans cette respiration cosmique, conscients d'avoir franchi le seuil du connu. Le reste appartenait désormais à l'intérieur.